Bienvenue à notre exploration des sources partagées aujourd'hui. On plonge dans un sujet fascinant, l'épilepsie, et surtout le rôle étonnamment positif que peut jouer l'activité physique adaptée, l'APA. Oui, c'est un sujet important et souvent mal compris. Exactement. On a sous les yeux un dossier assez dense, APA et épilepsie.pdf, et franchement, ça remet pas mal d'idées reçues en question. Longtemps, on a pensé épilepsie égale danger avec le sport. C'est ça. Une sorte de précaution qui est allée un peu trop loin parfois. Voilà. Notre mission aujourd'hui, c'est de voir ce que disent réellement les recherches. Comment l'activité physique, loin d'être un ennemi, peut devenir une alliée. Précieuse et sécuritaire. Tout à fait. Une alliée pour la qualité de vie. Alors, commençons par la base, mais sans s'éterniser. L'épilepsie, qu'est-ce que c'est concrètement? En gros, c'est une condition neurologique. Le cerveau, il connaît des sortes de courts-circuits électriques temporaires, anormaux. Des décharges électriques, c'est ça, hein? C'est ça. Des décharges qui peuvent venir d'une zone précise du cerveau ou parfois de tout le cerveau. D'accord. Et comment ça se manifeste? Ah, alors là, c'est hyper varié. Ça peut être très discret, hein, une simple absence, un regard un peu vague pendant quelques secondes, ou alors plus visible, des secousses musculaires, des sensations étranges, des mouvements involontaires, Voire des convulsions plus impressionnantes, hein. avec perte de conscience. Oui, ça peut aller jusque-là. C'est vraiment très très différent d'une personne à l'autre, c'est important de le souligner. Et ça touche beaucoup de monde, non? Les chiffres qu'on a vus sont assez marquants. Oui, énormément. On parle de 50 millions de personnes dans le monde entier. 50 millions. C'est une des affections neurologiques les plus fréquentes alors. Exactement. Et ce qui frappe aussi, c'est que la grande majorité, près de 80%, vit dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. L'accès aux soins y est plus compliqué. Et il y a un impact sur l'espérance de vie, j'ai lu ça aussi. Oui, malheureusement, le risque de décès prématuré est presque 3 fois plus élevé que dans la population générale. Donc ce n'est vraiment pas une condition anodine. D'accord. Et d'où ça vient? Est-ce qu'on sait toujours pourquoi ça se déclenche? Ben, c'est là que ça se corse un peu. Dans la majorité des cas, environ 60 à 70%, on parle d'épilepsie idiopathique. Idiopathique? C'est-à-dire? Ça veut dire qu'en clair, on ne sait pas vraiment pourquoi ça a commencé. La cause reste inconnue. Ah oui, quand même. Pour autant de monde. Oui. Pour les autres, environ 25 à 40%, on parle d'épilepsie symptomatique. Là, on a une cause identifiable, Et ces causes, elles sont variées, j'imagine. très variée. Ça peut être génétique, une séquelle d'un manque d'oxygène à la naissance, un trouble du développement pendant la grossesse, un traumatisme crânien. Une infection aussi? Oui, une infection comme une méningite, le sida peut aussi être en cause, ou une tumeur cérébrale, un AVC, parfois même des maladies dégénératives comme Alzheimer. Et il ne faut pas oublier l'abus d'alcool ou de drogue, ou même, potentiellement, une surexposition aux écrans numériques chez certaines personnes prédisposées. C'est vraiment large comme éventail de causes possibles. Oui, ce qui est fascinant ici, c'est cette diversité des origines possibles. Ça rend le diagnostic complexe parfois. Justement, le diagnostic. J'imagine que ce n'est pas toujours simple non plus. Effectivement, les sources mentionnent un taux d'erreur au diagnostic initial qui n'est pas négligeable, autour de 20%. 20%? Chut, c'est beaucoup. Oui. Et l'outil classique, l'EEG, l'électroencéphalogramme, il ne montre pas toujours d'anomalie du premier coup, seulement dans 50 à 60% des nouveaux cas lors du premier examen. Donc il faut parfois persévérer, faire d'autres examens. Exactement. Ça demande souvent des investigations plus poussées. D'ailleurs, la génétique aide de plus en plus. Chez les adultes où on ne trouve pas de cause évidente, elle peut identifier une origine génétique dans plus de 40% des cas. Ah oui, ça c'est intéressant. Ça ouvre des portes pour la compréhension et peut-être les traitements futurs. Tout à fait. Alors une fois le diagnostic posé, heureusement il y a des traitements. Les médicaments, ça marche plutôt bien pour une bonne partie des gens, non? Oui, oui. Environ 70% des patients arrivent à contrôler totalement leur crise avec les médicaments antiépileptiques. C'est un bon résultat globalement. 70%, c'est encourageant, mais il reste les 30 autres pourcents. Oui, et c'est un mais important. Il reste environ 30% de patients qu'on appelle pharmacorésistants. Pour eux, les médicaments ne suffisent pas ou plus. 30%, ce n'est pas rien du tout.
Quelles sont les autres pistes dans ces cas-là? Alors, pour certaines formes très spécifiques d'épilepsie, focale notamment, la chirurgie peut être une option. La chirurgie. Et ça donne de bons résultats? Parfois d'excellents résultats, oui. Plus de 80% de disparition des crises dans certains cas bien sélectionnés. Il y a aussi le régime cétogène. Ah oui, on en entend parler. C'est très particulier comme régime, non? Très particulier, oui. Riche en graisse, très pauvre en glucides. Ça peut réduire significativement les crises de plus de 50%, si environ la moitié des patients résistants. Et une petite minorité, 10-15%, peut même devenir totalement libre de crise. C'est quand même une piste sérieuse. Mais j'imagine que c'est plus complexe à mettre en œuvre que de prendre des médicaments. Oui, c'est beaucoup plus contraignant au quotidien. Ce sont vraiment des options à discuter au cas par cas avec l'équipe médicale. Bien sûr. Et au-delà des crises elles-mêmes, il y a tout l'impact sur la vie quotidienne, j'imagine. La qualité de vie. C'est peut-être ça le plus lourd, non? Absolument. C'est un point crucial. Si on regarde la situation dans son ensemble, la qualité de vie est un enjeu central. Il y a les effets directs des crises, évidemment, les symptômes, la récupération, Les effets secondaires des traitements aussi, peut-être. oui, potentiellement. Et puis, il y a tout ce qui s'installe sur le long terme. La peur de la prochaine crise, la stigmatisation sociale qui est réelle et pesante, il faut le dire, les difficultés pour trouver un emploi, pour obtenir ou garder son permis de conduire. C'est un fardeau quotidien, en fait. C'est ça. Et il ne faut pas oublier les comorbidités, c'est-à-dire les autres problèmes de santé qui s'ajoutent. Le risque de dépression est multiplié par presque 2,5. 2 fois et demi. Oui. Et celui de suicide est 5 fois supérieur à la population générale. Ça montre bien qu'il faut une approche globale, pas juste traiter les crises, il faut s'occuper de la personne dans son ensemble. Qu'on en arrive à ce changement de perspective sur l'activité physique. Parce que pendant longtemps, la recommandation, c'était plutôt « attention, hein, ne bougez pas trop, ça pourrait déclencher une crise ». Et là, les sources qu'on a consultées disent presque l'inverse. Exactement. C'est un vrai retournement de situation, si on peut dire. L'idée qui émerge fortement maintenant, c'est que l'activité physique adaptée, la PA, Adapter, c'est le mot-clé. c'est le mot-clé. Donc, une activité pensée et encadrée spécifiquement pour la personne, non seulement elle n'est pas dangereuse pour la majorité des gens, mais elle peut être extrêmement bénéfique. Alors justement, parlons-en de ces bénéfices. Quels sont-ils concrètement au-delà de ceux qu'on connaît pour tout le monde, type santé cardiovasculaire, etc. Pour l'épilepsie spécifiquement. Un des plus importants, c'est sans doute la gestion du stress. Ah oui, Et, affairement. le stress comme déclencheur. Oui, le stress est un déclencheur de crise majeure pour beaucoup de personnes épileptiques. Or, l'exercice physique régulier, on le sait, c'est un excellent anti-stress naturel. Donc, l'idée, c'est qu'en aidant à mieux gérer le stress, Hein? bien, ça pourrait potentiellement réduire la fréquence ou l'intensité des crises. C'est ça, l'hypothèse forte. D'accord. Ce n'est pas une garantie absolue, j'imagine, mais c'est une piste sérieuse. C'est une piste très sérieuse, oui, explorée dans les recherches. Et puis, au-delà de ça, l'activité physique améliore le sommeil. Le sommeil, autre facteur clé dans l'épilepsie. Exactement. Elle renforce la confiance en soi, elle aide à lutter contre la dépression, l'anxiété. Tout ça, ça contribue à un meilleur bien-être général. Et puis, il y a l'aspect social. Le fait de sortir de l'isolement. Voilà. Rejoindre un groupe, une activité, ça aide à rompre l'isolement qui peut être lié à la maladie et à combattre cette fameuse stigmatisation dont on parlait. C'est un cercle vertueux en quelque sorte. On peut le voir comme ça, oui. Mais c'est important de le préciser, j'imagine, que la PA, ça ne remplace pas les médicaments ou le suivi médical. Ah, mais bien sûr, c'est absolument crucial de le rappeler. L'APA est un complément. C'est un outil de plus dans la boîte à outils pour mieux vivre avec l'épilepsie. D'accord. C'est une façon de reprendre un peu de contrôle sur son corps, sur sa santé, en parallèle du suivi médical qui reste indispensable. Ça ne se substitue en aucun cas au traitement. C'est très clair, donc l'idée est séduisante, les bénéfices sont là, mais la sécurité reste primordiale. Comment on s'assure qu'on pratique sans se mettre en danger? J'imagine qu'on ne peut pas tout faire quand même. Effectivement, non. La clé, c'est vraiment l'adaptation et l'évaluation individuelle du risque. On ne va pas recommander l'alpinisme en solo ou la plongée sous-marine non accompagnée, c'est évident. Les activités où une crise soudaine aurait des conséquences dramatiques. Exactement. Et les activités où une perte de conscience soudaine entraînerait un danger immédiat et grave, celles-là sont à aborder avec une extrême prudence, voire à éviter. Comme les sports nautiques non surveillés, peut-être certains sports de combat aussi. Voilà, c'est ça. L'escalade libre, ce genre de choses. En revanche, il y a énormément d'activités qui sont considérées comme à faible risque. Faible risque, c'est-à-dire.
C'est-à-dire des activités où une crise éventuelle aurait des conséquences moins graves et où des précautions simples peuvent être prises pour minimiser le danger. Par exemple, La marche, la randonnée sur des chemins connus, le yoga, le tai chi, le vélo d'appartement, la course sur tapis ou en terrain plat et sécurisé. et la natation? On la cite souvent comme un bon sport, complet, mais sous l'eau. Une crise, ça fait peur. C'est un excellent exemple du principe d'adaptation. La natation est un exercice formidable, très complet. Mais effectivement, le risque existe. Donc, elle ne peut être envisagée qu'avec une surveillance constante et rapprochée. C'est-à-dire? C'est-à-dire avec une personne juste à côté, sur le bord ou dans l'eau, qui est formée ou au moins informée et capable d'intervenir immédiatement en cas de besoin. Jamais seule. Jamais. C'est la condition sine qua non. Donc, le message, ce n'est pas interdit ou autorisé de manière générale, mais plutôt comment peut-on rendre cette activité sûre pour cette personne spécifique dans ce contexte précis. C'est tout à fait ça. C'est une approche personnalisée. Il faut évaluer le type d'épilepsie, la fréquence des crises, les déclencheurs connus pour la personne. Et en parler à son médecin, bien sûr. Toujours en discuter avec son neurologue traitant avant de commencer une nouvelle activité ou de changer ses habitudes. C'est indispensable. Et un professionnel de l'APA peut aider ensuite. Idéalement, oui. Un spécialiste de l'activité physique adaptée peut aider à construire un programme vraiment sur mesure en tenant compte de tous ces facteurs. Et il ne faut pas oublier les basiques, hein. Bien s'hydrater, bien dormir, écouter son corps. Éviter les déclencheurs connus comme la fatigue, la déshydratation. Voilà, ce sont des précautions générales, mais encore plus importantes dans ce contexte. D'accord. Et pour des activités un peu plus intenses, ou disons avec plus d'interaction, comme les sports d'équipe, le foot, le basket ou le ski. Alors là, on entre dans la catégorie du risque modéré. Ce n'est pas forcément exclu, non, mais ça demande plus de vigilance et de précaution. Par exemple, Pour les sports d'équipe, c'est essentiel d'informer l'entraîneur et idéalement les coéquipiers des gestes simples à faire ou surtout à ne pas faire en cas de crise. Juste assurer la sécurité, ne pas essayer de retenir les mouvements, etc. et pour le ski ou le snowboard. Le risque de chute est plus important, bien sûr. Donc, il faut impérativement skier ou surfer accompagné, porter un casque, choisir des pistes adaptées à son niveau, éviter le hors-piste. Et l'équitation, on peut imaginer un risque aussi. Oui, là encore, il faut s'assurer que le moniteur ou l'accompagnateur est au courant de la situation et sait comment réagir si une crise survient. C'est toujours cette balance bénéfice-risque qui doit être évaluée individuellement et discutée avec le médecin. Ce qui m'a frappé aussi dans les sources, c'est qu'on insiste moins sur le choix d'un sport précis que sur les capacités physiques à développer. C'est intéressant comme approche, ça change un peu. Oui, c'est un changement de paradigme assez net, je trouve. Plutôt que de dire faites du vélo, on dit développez votre endurance cardiovasculaire. Et ça peut se faire par le vélo, oui, mais aussi par la marche rapide, la natation surveillée, la course à pied. L'idée, c'est de cibler des capacités qui sont bénéfiques pour la santé générale et qui peuvent aussi potentiellement aider à mieux gérer l'épilepsie. C'est exactement ça. On vise des capacités clés pour améliorer la qualité de vie. Et quelles sont ces capacités principales alors qui ressortent des recherches? Il y en a principalement 4 qui sont mises en avant. Premièrement, l'endurance cardiovasculaire. Une activité modérée et régulière, ça améliore l'humeur, le sommeil, la gestion du stress. Et on l'a dit, certaines études suggèrent un lien possible avec une diminution de la fréquence des crises. D'accord. Deuxième capacité? Deuxièmement, la force musculaire et l'équilibre. Ça, c'est fondamental pour réduire le risque de blessure en cas de chute lors d'une crise. Pas besoin de devenir bodybuilder, j'imagine. Ah non. Des exercices de renforcement musculaire légers, du gainage pour la posture, travailler sa proprioception. La proprioception, c'est la conscience de la position de son corps dans l'espace, c'est ça? Exactement. Sentir où sont ses membres sans avoir besoin de les regarder. C'est très important pour l'équilibre. Logique. Troisième capacité. Troisièmement, la flexibilité et la coordination. Important pour la mobilité générale, là aussi pour la prévention des chutes. Des activités comme le yoga, le tai chi sont parfaites pour ça. Elles ont aussi un impact positif sur la santé mentale. Et la quatrième. Et enfin, quatrièmement, même si ce n'est pas purement physique au sens musculaire, c'est la gestion du stress. On en a déjà beaucoup parlé, mais c'est central. L'activité physique, surtout celle qui intègre la respiration consciente, la pleine conscience, Comme le yoga, la marche en nature. voilà, ce sont des outils puissants pour réduire l'anxiété et le stress qui sont, on le rappelle, des déclencheurs connus pour beaucoup de personnes. Donc si je résume, endurance, force équilibre, flexibilité coordination
et gestion du stress. C'est ça le cocktail APA idéal pour l'épilepsie. On peut dire ça comme ça, oui. L'objectif, ce n'est pas la performance à tout prix, mais plutôt un bien-être global et une meilleure gestion de la condition au quotidien. Toujours avec une progression douce, adaptée, et le feu vert médical, bien sûr. Toujours, c'est la base. Une question m'est venue en lisant, et elle revient souvent apparemment chez les patients, cette respiration rapide, l'essoufflement pendant l'effort. Est-ce que ça peut déclencher une crise? On pense au test d'hyperventilation qu'on fait parfois pendant le l'EEG pour justement essayer de provoquer une anomalie. Ah oui, c'est une crainte légitime et une excellente question. C'est vraiment crucial de bien distinguer les deux phénomènes. Ce qui se passe pendant l'effort physique, ça s'appelle l'hyperpnée. Hyperpnée, d'accord. C'est une augmentation du rythme et de l'amplitude de la respiration, mais c'est une réponse physiologique normale et équilibrée aux besoins du corps. Les muscles travaillent, ils consomment plus d'oxygène, ils produisent plus de CO2, donc on respire plus pour compenser. C'est une adaptation saine donc. Exactement. Ça n'entraîne pas la chute brutale du taux de CO2 dans le sens qu'on appelle l'hypocapnie sévère, qui caractérise, elle, l'hyperventilation volontaire et forcée du test EEG. Ah, d'accord. Alors le test EEG, c'est une manœuvre artificielle qui crée un déséquilibre. C'est tout à fait ça. L'hyperventilation lors d'un EEG est une manœuvre diagnostique conçue pour créer un déséquilibre métabolique et une vasoconstriction des vaisseaux cérébraux, ce qui peut, chez certaines personnes, provoquer une crise ou des anomalies sur l'EEG. Ce n'est pas du tout le même mécanisme. Et l'hyperpnée pendant l'effort, elle, ne provoquerait pas ça. Non. Au contraire, elle maintient un équilibre. La source est très claire là-dessus. L'hyperpnée d'exercice est une réponse physiologique compensatoire et ne cause donc pas les mêmes changements physiologiques que l'hyperventilation du test. Elle favoriserait même plutôt un environnement neurologique stable, voire protecteur. Donc respirer fort pendant un sport adapté, c'est normal et ce n'est généralement pas dangereux vis-à-vis de l'épilepsie. C'est très rassurant à savoir. Absolument. C'est une fausse crainte qu'il faut déconstruire. Parlons maintenant d'autres bénéfices, peut-être moins évidents au premier abord. Il y a un lien avec la santé cardiaque apparemment. Oui, et c'est un point important. Les personnes vivant avec l'épilepsie peuvent avoir un risque cardiovasculaire légèrement accru. Ah bon? Pourquoi? Et certains médicaments antiépileptiques, sur le très long terme, peuvent avoir un impact. Mais c'est aussi beaucoup lié à la sédentarité. La sédentarité induite par la peur de faire une crise ou la fatigue liée à la condition ou aux médicaments. Exactement. Or, on sait que la sédentarité est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. Et l'activité physique est le meilleur remède contre ça. Classique mais efficace. Voilà, elle aide à contrôler la tension artérielle, elle améliore le profil lipidique, le bon cholestérol HDL qui monte, le mauvais LDL qui baisse, elle aide à gérer le poids, elle renforce le muscle cardiaque, améliore la circulation sanguine, bref, tous les bénéfices cardiovasculaires bien connus. Donc en faisant de l'APA pour mieux gérer son épilepsie, on protège aussi son cœur en même temps. C'est une pierre deux coups. Tout à fait. C'est un bénéfice collatéral majeur, une vraie stratégie gagnant-gagnant. Et il y a un autre domaine où ce double bénéfice semble frappant, c'est la santé osseuse. J'ai lu dans nos sources que l'épilepsie augmentait aussi le risque d'ostéoporose, de fragilisation des os. C'est exact, oui. Le risque de développer une ostéopénie, puis une ostéoporose, est plus élevé chez les personnes épileptiques. Et là aussi, il y a plusieurs raisons, Oui. D'abord, certains médicaments antiépileptiques, pas tous, mais certains, peuvent interférer avec le métabolisme de la vitamine D et du calcium. qui sont essentielles pour les os. Exactement. Ensuite, il y a le risque de chute lié aux crises. Si une personne chute et que ses os sont déjà fragilisés, le risque de fracture augmente mécaniquement. Logique. Et enfin, comme pour le cœur, la sédentarité joue un rôle négatif. Un os qui n'est pas assez sollicité, qui ne subit pas assez de contraintes mécaniques, a tendance à perdre de sa densité. Il se fragilise. Et là encore, l'exercice peut inverser ou au moins ralentir cette tendance. Oui, tout à fait. Grâce à un principe bien connu en physiologie osseuse, la loi de Wolff. En gros, elle dit qu'un os se renforce et se remodèle en réponse aux contraintes mécaniques qu'il subit. Donc, quand on bouge, quand on porte notre poids, quand nos muscles tirent sur nos os, ça les stimule. Ça les stimule à devenir plus denses, plus solides. C'est un processus constant de construction et de déconstruction, et l'exercice favorise la construction. Quels types d'exercices sont les plus efficaces pour ça, pour les os? Il y a deux grands types d'exercices particulièrement bénéfiques pour la santé osseuse.
D'abord, les exercices dits en charge ou portée. C'est-à-dire où on supporte son propre poids. C'est ça. La marche, la course à pied, la danse, monter les escaliers, la randonnée, tout ça met une contrainte bénéfique sur les os des jambes, des hanches, de la colonne vertébrale. D'accord. Et le deuxième type? Ce sont les exercices de résistance, où les muscles travaillent contre une force extérieure. Soulever des poids légers, utiliser des bandes élastiques de résistance, ou même faire des exercices au poids du corps comme des pompes, des squats, des fentes. Et là, c'est l'action des muscles sur les os qui stimule. Exactement. Quand les muscles se contractent fortement, ils tirent sur leur point d'attache, sur les os, et cette traction stimule aussi le renforcement osseux à ces endroits. Donc, idéalement, il faudrait combiner un peu des deux, des exercices en charge et des exercices de résistance. C'est l'idéal, oui. Ça permet de stimuler l'ensemble du squelette, et en plus, les exercices de résistance renforcent les muscles qui soutiennent les os et améliorent aussi l'équilibre. Et ce qui réduit le risque de chute. La boucle est bouclée. Tout à fait. C'est encore une stratégie doublement gagnante. On aide à gérer l'épilepsie, on prévient les maladies cardiovasculaires et on renforce ses os pour prévenir les fractures. L'APA coche vraiment beaucoup de cases positives. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, que faut-il retenir de notre exploration d'aujourd'hui? Je crois que le message clé qui ressort vraiment de ces sources, c'est ce changement de perspective radical. L'épilepsie est une maladie complexe, oui, il ne faut pas la minimiser, mais l'activité physique adaptée n'est plus du tout vue comme un danger à éviter à tout prix. Au contraire. Au contraire, pour la grande majorité des personnes vivant avec l'épilepsie, elle est non seulement sûre, mais elle apporte une multitude de bénéfices qui vont bien au-delà du simple contrôle des crises. On a parlé de la potentielle réduction de la fréquence des crises via la gestion du stress. Oui, mais aussi l'amélioration de la santé mentale, du sommeil, de la confiance en soi, la lutte contre l'isolement, la protection de la santé cardiaque, le renforcement de la santé osseuse. C'est vraiment la qualité de vie globale qui peut être améliorée. Donc, pour résumer, les bénéfices semblent l'emporter largement sur les risques, à condition que ce soit bien fait, bien encadré et personnalisé. C'est ça? C'est exactement ça. L'individualisation est primordiale. Chaque personne, chaque épilepsie est unique. La discussion avec le neurologue est le point de départ incontournable. Et l'accompagnement par un spécialiste APA, ensuite, c'est l'idéal? C'est l'idéal pour définir un programme qui soit à la fois sûr, efficace et motivant sur la durée. Mais l'encouragement à l'activité physique, avec les précautions nécessaires, est devenu une recommandation médicale solide et fondée sur des preuves. Très bien. Alors, pour conclure, une petite réflexion à emporter, peut-être. On a beaucoup parlé des bénéfices physiques, physiologiques, de l'APA, C'est clair? mais je me demande, est-ce que le simple fait de s'engager activement dans une démarche comme celle-ci, de reprendre ce contrôle sur son corps, sur une partie de sa santé, est-ce que ça, en foi, ne pourrait pas aussi être un levier puissant pour mieux affronter les autres défis? Les défis plus psychologiques, sociaux. Oui, voilà. La stigmatisation, le sentiment d'impuissance, parfois la peur. Comment est-ce que cet engagement actif dans sa propre santé, via l'exercice adapté, pourrait peut-être outiller différemment les personnes pour naviguer ces aspects plus complexes de la vie avec l'épilepsie? C'est une excellente question. C'est une piste qui va au-delà du médical finalement. Une réflexion à méditer sur l'empowerment peut-être. Tout à fait. L'impact sur l'image de soi, sur la capacité à agir, c'est certainement une dimension très importante.